débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On vous lâche pas, même pendant l'heure du déjeuner, ici sur Sud Radio, vous en avez l'habitude. Midi 30, libre antenne que vous occupez largement, amis auditeurs, 0826 300 300. On va s'interroger et on va continuer à s'intéresser à la situation de la Gironde, toujours ravagée par les flammes, toujours meurtrie par ces incendies qui sont de plus en plus impressionnants. Certes, il est stabilisé, il n'en est pas pour autant fixé. La nuance est importante avec, vous le savez, aujourd'hui, retour de la canicule, donc retour des inquiétudes sur le terrain. Vous nous appelez, vous êtes pompier, vous êtes maire, vous êtes vacancier, vous êtes dans le domaine du tourisme, vous voulez tout simplement témoigner d'une évacuation, eh bien vous êtes les bienvenus sur l'antenne de Sud Radio au 0826 300 300. Et puis à partir de 12h30, on changera totalement d'univers, on va aborder un sujet important mais avec peut-être un peu plus de légèreté. Frédéric Hermel sera avec nous, journaliste et biographe de Zinedine Zidane. Son livre Zidane, c'est aux éditions Flammarion. Il raconte les années qu'il a passées à suivre celui qui est devenu officiellement depuis hier, et oui mesdames, messieurs, le sélectionneur de l'équipe de France. Première grande conférence de presse où tout y est passé, que ce soit son style, que ce soit sa vision avec des premiers matchs qui auront lieu là dès septembre. Bref, Zinedine Zidane, des débuts déjà réussis en tant que sélectionneur. À quoi doit-on s'attendre? Est-ce que ce moment, on ne l'attendait pas depuis des années et des années? Tiens, on lui posera la question à Fred Hermel qui sera avec nous entre 12h30 et 13h. Pour le moment, 12h04, la libre antenne. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Et on commence avec vous, Samuel Alix, bonjour. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Sud Radio. Vous êtes un agriculteur mobilisé aux côtés des pompiers depuis plusieurs jours déjà. Et lundi, vous avez participé à la fameuse réunion avec Emmanuel Macron qui devait porter sur les difficultés que vous pouviez rencontrer, notamment sur le terrain, par les pompiers, pour vous aussi agriculteurs. Comment ça s'est passé? Parce qu'on a entendu un peu les pompiers, mais peu d'autres avis. Vous, Samuel Alix, comment ça s'est passé là, ce tête-à-tête, cette réunion avec le président de la République? Alors, c'était pas prévu, mais Emmanuel Macron a souhaité pouvoir me parler. Et enfin, moi, je lui ai demandé, il a souhaité vraiment répondre favorablement à la demande des agriculteurs de lui parler. On a pris 5 minutes pour exposer un problème particulier, en dehors du fait que on travaille bien avec les pompiers localement et que tous, c'est vraiment génial ce qu'on arrive à faire avec les pompiers. Il y a vraiment une chaîne de solidarité énorme qui se met autour de nous, les agriculteurs et des pompiers. Mais on est un monde différent, mais on arrive à se synchroniser sur le terrain. Et donc, on a réussi, je lui ai expliqué qu'on a réussi à contenir tant bien que mal le feu sur Saint-Jean-d'Illac, Cestas, pour protéger Pessac et puis finalement Bordeaux derrière. Et je lui ai dit, le problème c'est que depuis samedi que quelqu'un tout seul à la préfecture a décidé de passer l'entièreté du département en vigilance noire dans les zones sinistrées, nous n'avons plus le droit d'accès à nos exploitations agricoles. Alors nous avons le droit de prendre nos tracteurs. C'est ce que nous expliquait notamment le président des jeunes agriculteurs tout à l'heure de la Gironde, c'est-à-dire que avec un tel contexte, non seulement vous servez quand même la solidarité en aidant les pompiers, mais vous derrière, on vous, pardonnez-moi l'expression, mais on vous emmerde sur la capacité de récolter actuellement ce que vous avez dans vos terres. Alors voilà, alors le président, et c'est tout à fait ça, le président a compris très rapidement, je pense que c'est quelqu'un qui comprend vite l'enjeu. Il s'est retourné vers la préfète qui n'avait pas compris, ou qui est débordée et qui est fatiguée, et il lui a demandé de régler, il était 19h30, le problème dans la soirée. On a travaillé derrière avec les services de l'administration pour que le projet d'arrêté soit prêt à signer à 22h. Il devait être signé à 22h, et à ce moment-là, la préfète a souhaité rajouter, reprendre du recul, prendre du temps, reconsulter d'autres personnes, les pompiers, les ci, les ça, et on est reparti d'une chose simple à une chose extrêmement compliquée. On a eu un arrêté qui nous a été proposé en milieu de matinée le lendemain, donc globalement 12 heures après que le président avait dit qu'il fallait que ce soit réglé. Cet arrêté était pour nous aberrant, mais on a quand même dit mieux vaut un petit quelque chose que rien du tout. Donc on a dit allez-y, on y va. Il s'est passé encore 1h30 avant que la préfète daigne ouvrir sa porte pour pouvoir signer cet arrêté. Il a été signé après des interventions au plus haut niveau de la présidence de la République, du chargé des affaires agricoles.
Contrainte et forcée, semble-t-il. Mais les pompiers ont noté que tous les jours, ils donneraient l'autorisation ou pas, au cas par cas, et on doit fournir tout un tas de documents administratifs qui sont énormes, alors qu'on serait beaucoup plus intéressant qu'on travaille dans nos fermes, et surtout qu'on soit sur le feu. Je veux pas vous couper, mais c'est insupportable. Vous êtes au moins le 3e ou 4e intervenant à nous expliquer. On a eu le maire, on a eu le pompier, là maintenant on a l'agriculteur qui nous explique qu'il faut encore de la paperasse alors que le pays est ravagé par les flammes et que vous demandez juste à récolter vos si vous voulez, vos plantations. C'est insupportable. Je peux vous dire que tout simplement, la présidence a appelé les services, l'administration, la ministre de l'Agriculture a appelé la préfecture, le ministre de l'Économie a appelé la préfecture ce matin, les députés les ont appelés, le maire, le président du conseil régional, tout le monde appelle la préfecture, ça bloque toujours. Mais on n'en peut plus, cette donc, administration. Non, mais donc là, c'est quoi? C'est la préfecture encore qui bloque, alors que l'Élysée est derrière vous, que le ministère est derrière. Mais c'est insupportable, la préfecture. La préfète se repose sur un commandant des pompiers qui fait ceinture et bretelles, qui dit on va pas envoyer des agriculteurs dans la zone de feu. On est dans des oasis de fraîcheur. On est dans les zones qui sont irriguées. Mais vous avez des contacts, vous, de votre côté. Pardonnez-moi, Samuel Alix, avec la préfecture, vous devez bien avoir un numéro. Vous devez bien réussir à la croiser. Mais bien sûr. Elle est tout le temps sur le terrain. Madame la préfète. Donc comment c'est quoi les prochaines étapes là? Mais il y en a pas. C'est pour ça qu'on fait aujourd'hui, on fait appel à vous, franchement, la presse, on a besoin de vous pour que l'opinion publique comprenne le désarroi, l'injustice profonde nous c'est au mois de juillet et août. On va l'appeler la préfecture pour vous, je vous le dis, c'est fatigant ce que vous nous décrivez. On avait, je crois, le maire de Cestas hier ou avant-hier qui nous expliquait que les pare-feux pour anticiper, il n'avait pas réussi à les faire à temps à cause d'un problème administratif. On a eu les pompiers encore qui nous ont, là aussi je vais être poli, mais qui ont dénoncé la situation avec une paperasse excessive. Les maires, c'est exactement la même chose. Les industriels, c'est la même chose. Là, agriculteurs, vous mobilisez. Vous faites partie de la solidarité nationale, grâce à qui, quand même, la situation est un peu moins chaotique que prévu. Et juste pour nourrir la France, on vous empêche d'y aller parce qu'on n'a pas le bon CERFA, on n'a pas le bon tampon, on n'a pas la bonne signature. C'est pas possible, ça. Bon. Vous voulez que je vous dise la vérité? Regardez, c'est pas compliqué. Dans les Landes, à Biscarrosse, on a eu un feu de la même nature au même moment dans la même forêt. 3000 hectares à quelque chose près. On doit être à 50 000 ici. 15 fois plus. Faut se poser les bonnes questions. Alors, faut se poser les bonnes questions. Si vous posez la question, c'est qui quoi la réponse dans ce cas-là? Qui commande? Qui commande? C'est qui? Le commandant des pompiers et la préfète. Si on avait des gens qui étaient en capacité, on n'en serait pas là. Donc c'est la priorité pour les prochaines heures, c'est de faire, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais c'est quand même de faire pression ou d'interpeller de façon encore un peu plus visible que ce que vous faites là, Samuel Alix, la préfète, pour vous autoriser tout simplement à ramasser les cultures, et on le redit, pour nourrir la France, parce que là c'est la période de quoi? C'est les pommes de terre notamment. Moi, chez moi, c'est les pommes de terre. On jette les pommes de terre avec la chaleur qu'il fait. Si on les récolte pas, elles regerment, elles ne sont plus consommables. Mes collègues ce matin de Planète Végétale me disaient qu'ils jettent des wagons de poireaux et de carottes. Aujourd'hui, le maïs doux qui alimente nos usines de Bonduel, de Dossy et d'autres, tout ça, on a 2-3 jours pour les récolter. Depuis samedi, on ne peut plus rien faire. On jette. Hallucinant. Mais c'est pas une semaine de travail qui est perdue. Non, mais c'est des mois. Une semaine de travail. C'est 5 mois. Mais c'est on fait une récolte par an. Donc, c'est maintenant que l'essentiel de nos récoltes se font entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août. On a énormément de chiffre d'affaires à faire maintenant. Et c'est parce que s'il y avait le moindre risque pour nous, nos salariés ou nos prestataires, jamais on irait. On va au feu. Mais encadré, et on met tout ce qu'il faut, les tonnes à eau dans les champs, tout ça. Dans les champs, ça ne peut pas brûler. Mais ils ne comprennent pas. Même les pompiers nous disent, avec qui on travaille sur le feu, ils nous disent mais c'est absurde, c'est absurde. On nous propose des réunions dans les bureaux. C'est pas possible. C'est pas possible. Surtout, on n'a pas le temps. Là, pardon, le pays est en feu, on s'en fout des réunions dans les bureaux. Samuel Alix, une question quand même encore sur un point. Est-ce que cela ne va pas finir, et c'est un peu malheureux, mais est-ce que ça va pas finir avec une sorte d'accord tacite avec les pompiers qui vont peut-être vous couvrir le temps d'une récolte, même sans les autorisations de la préfète? Je sais que c'est évidemment pas souhaitable, mais est-ce que c'est pas en fait à la fin vers ça qu'on va aller? Il y a un peu localement, il y a des fois des petites choses, des petits arrangements qui peuvent se faire. Mais vous comprenez bien que quand on a une récolte, à un moment, il y a un transporteur qui envoie des camions pour les amener aux usines pour mettre tout ça. Et ce transporteur, lui,
il ne pourra pas passer. Sa récolteuse qui doit récolter les haricots verts ou le maïs doux ne peut pas passer les barrages. Ils n'ont pas les autorisations. Ouais. Et donc finalement, on peut venir faire nous nos récoltes, mais si c'est pour les récolter et les jeter derrière parce qu'ils peuvent pas passer les barrages. Ouais. On a entendu le président, ça nous a fait chaud au cœur. Le président, quelqu'un qui parle très bien et qui sait trouver les mots pour au niveau des pompiers, de tous les agriculteurs et des autres qui ont réagi. Moi, j'ai été en contact direct avec la ministre de l'Agriculture via essentiellement son directeur de cab vendredi soir et une partie de la nuit pour appeler à augmenter la mobilisation agricole pour que ça aille plus vite que tout ça. On l'a fait, on a réagi, les gens ont même réagi bien avant que cet appel, mais on a amplifié. Je l'ai dit au président Macron, il nous a félicité pour ça. Et derrière, la récompense qu'on a, c'est ça, c'est ce type de réaction et c'est une absence préfète et un commandant des pompiers qui veulent prendre le moindre risque. Ouais, donc ça c'est pas possible, surtout au vu de la situation que vous nous décrivez. Merci beaucoup Samuel Alix d'avoir été avec nous, agriculteur mobilisé aux côtés des pompiers. Vous avez participé à la réunion qu'a supervisé Emmanuel Macron, c'était en Gironde, c'était lundi soir, et vous nous décrivez une situation insupportable, que ce pays soit encore enquisté à ce point par la bureaucratie, par les CERFA, par les tampons, par les doubles signatures en bas de documents. Quand on voit l'état du pays et quand on voit aujourd'hui la gestion tout simplement de la situation, c'est inadmissible que tout cela ne soit pas accéléré. Merci beaucoup Samuel Alix, et vous savez quoi ? Bon courage, on suivra la situation naturellement avec vous. 0826 300 300, on poursuit l'échange, on poursuit la discussion, on poursuit les débats en votre compagnie. Avec vous Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Jean-Luc, vous êtes pompier volontaire, ça fait depuis 42 ans que vous êtes engagé en tant que soldat du feu, et vous étiez du côté du Porge, c'est ça, de cette fameuse commune qui a donné l'impression d'être sacrifiée vis-à-vis du Cap Ferret, c'est ça ? Alors, tout à fait. Donc, mon profil, c'est exactement ça. J'ai 42 ans de sapeur-pompier. Je suis né dans le village. J'ai 62 ans et j'ai 42 ans de service technique au niveau de la mairie du Porge en tant que responsable de la forêt et des plages. Donc vous connaissez un tout petit peu le sujet. Concrètement, comment ça s'est passé là, les derniers jours ? Une fois de plus, on a beaucoup entendu ce cri d'alerte des habitants, ce cri du cœur des habitants qui estimaient avoir été quand même presque sacrifiés pour aller sauver le Cap Ferret. C'est vrai ? C'est ce que vous avez observé, vous aussi, sur le terrain, Jean-Luc ? C'est un constat et ça, c'est indéniable. Ça, on ne pourra pas le retirer. On a été... en fait, pour protéger la presqu'île, les moyens sont partis là-bas et ils nous ont vraiment délaissés. Quand on a pris des murs de feu, on a pris 3 murs de feu, et quand on voit le constat de 150 maisons, quelque chose de près, 150 maisons détruites, ça vous fait mal au cœur. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et comment ça se passe maintenant sur place ? Est-ce qu'il y a, on parle toujours de la fameuse solidarité, de la fameuse reconstruction. Comment ça se passe ? Il y a encore le choc. Le choc a laissé place à la colère. On est quand même là en train de prévoir l'avenir. On se penche sur la reconstruction. On se penche sur les prochaines semaines. On se penche sur le fait de faire revenir peut-être aussi les habitants progressivement dans leur village. Alors là, avant de parler de reconstruction, il va se passer quand même beaucoup de temps. Déjà, c'est d'essayer d'éteindre l'incendie qui n'est pas éteint, de préserver. Il nous reste très peu sur la commune du Porge. Il doit nous rester 4000 hectares non brûlés sur les 15 000. Et de protéger le village naturiste et le camping municipal de la Graigne. Et Jean-Luc, il y a aussi une question, sachant que vous nous avez dit 42 ans engagés quand même parmi les pompiers volontaires, vous avez été aussi en suffisamment en poste pour avoir pour vous au sein de la mairie du Porge la gestion de la forêt et de la plage. Non seulement vous connaissez bien la zone, mais vous entendez les débats qui reviennent depuis plusieurs jours, pour pas dire depuis plusieurs semaines maintenant, les fameuses zones de débroussaillage, l'obligation de débroussailler avec les injonctions écolo et autres. Vous l'avez subi ça, Jean-Luc ? Oui, parfaitement. Racontez comment ça se passe, parce que pour tous ceux qui nous écoutent peut-être, sauf ceux qui subissent bien sûr ces incendies, tout ce qui est débroussaillage, pas débroussaillage, les obligations, c'est pas toujours clair. Alors tout à fait. Alors donc depuis les feux de 2022 sont portés, mais c'est une loi qui date déjà de 1986, je pense, les OLD.
donc les fameuses obligations légales de débroussaillement. Alors les gens ont du mal à percevoir parce que en fait c'est le propriétaire de la maison qui doit aller travailler chez le voisin pour, on va dire, enlever toutes les basses strates, c'est-à-dire les fougères et tout. On laisse quand même les arbres, mais de pas avoir de végétation sur 50 mètres autour des maisons. Mais bon, l'idée, si on veut simplifier, Jean-Luc, l'idée, c'est avec un petit coup de tondeuse ou un petit coup de débroussailleuse, de rendre le tout à peu près propre, quoi. Alors, tondeuse, je ne pense pas. Là, c'est plus des débroussailleuses, parce qu'on est quand même dans un milieu village, avec village campagne encore de ce qui en était, parce que je ne sais pas comment on va reconstruire. Mais il faut quand même du matériel ou engager des entreprises. Mais c'est toujours des frais pour celui qui a construit à côté des propriétés. Et après, je conçois que les propriétaires ne veulent pas vraiment tout le temps débroussailler leur terrain. Mais Jean-Luc, comment on fait dans ce cas-là? Parce qu'on le voit dans certaines zones, alors peut-être que ça n'aurait pas été aussi miraculeux que ce qu'on aime bien le raconter a posteriori, mais enfin Jean-Luc, si les propriétaires, notamment aussi les responsables de terrain, appliquaient ça un peu à la lettre, si on avait une forme d'assouplissement sur tous ces règlements écolos qui nous empêchent de passer un coup de débroussailleuse pour ne pas abîmer l'habitat de l'écureuil, l'habitat naturel de la fourmi, ou si vous voulez je ne sais quel nid de je ne sais quoi, peut-être que on aurait pu nettoyer un peu certaines zones, non? Je caricature ou on se rapproche de ça quand même? Alors, on se rapproche parce que on nous parle de réserve de biodiversité. Bon, moi je suis confronté énormément, que ce soit au niveau de l'urbanisme et tout. On a laissé trop d'associations prendre d'importance au détriment de tout le monde. Vous, c'est ce que vous avez vu, Jean-Luc, c'est intéressant, ça, même du côté de la mairie du Porche, quand vous gériez la forêt, la plage, vous faisiez face comme ça aux associations, aux combats comme ça un peu idéologiques? Bien sûr, là quand je parle des associations comme Natura 2000, comme la loi du littoral, bien sûr. comme toutes ces associations, après de faire de la biodiversité, on est sur une commune de 15 000 hectares. On a pratiquement 10 000 hectares de forêt. Et donc, le vert, ça nous connaît. C'est ce qui faisait le charme du village. Maintenant, il n'y a plus rien qui va retenir. Et je pense que là-dessus, il y a des choses à faire. Il y a du travail. Mais de ne pas donner autant d'importance à ces associations qui nous pourrissent la vie. Et qui empêchent parfois une certaine forme de pragmatisme. Merci beaucoup, Jean-Luc, d'avoir été avec nous. On remercie votre engagement aussi parmi les pompiers volontaires depuis plus de 42 ans maintenant. Et on a entendu ces réflexions sur le débroussaillage. C'est la France, quoi, un mélange d'administratif, d'écologie, de manque de pragmatisme. Et ça, forcément, quand bien même ça n'aurait peut-être pas sauvé des habitations, ça aurait peut-être permis un ralentissement, un meilleur contrôle, une meilleure manière de gérer l'incendie qui ravage actuellement notamment la Gironde. Midi 20 actuellement sur Sud Radio, vous le savez, pendant encore 10 minutes, c'est la libre antenne, vous nous passez un coup de fil, 0826 300 300, vous réagissez, vous nous interpellez, vous passez vos appels, vos coups de gueule, vos coups de cœur peut-être sur ce qui se passe, vous êtes vacancier, vous êtes pompier, vous êtes maire, vous travaillez actuellement à lutter contre les flammes, vous êtes restaurateur, vous faites partie de la solidarité nationale, vous avez le 0826 300 300, vous avez également bien entendu le site sudradio.fr ainsi que l'application et ses réseaux sociaux. À tout de suite. Sud Radio, 10h-13h, Maxime Liédo. Midi 22 sur Sud Radio, 0826 300 300, la libre antenne extrêmement attentive à tout ce qui se passe du côté de la Gironde avec ces incendies qui continuent de ravager le territoire. Bien sûr, on était avec Samuel Alix, agriculteur, vous l'avez entendu, Jean-Luc qui était pompier, mais on est également avec vous, Olivier Allard. Bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous, Olivier Allard ? Alors là, je crois qu'il y a un petit sujet technique, petit détail, absolument rien d'affolant. Du côté de la technique encore, on va régler ça. C'est le camarade Anthony Isaac qui se penche sur le problème. Maire du Temple, Olivier Allard, avec des reprises de feu, c'est une situation inquiétante, ce qui explique aussi les aléas techniques, parce que des reprises de feu ont été constatées ce matin sur la commune, parce que, et les mots sont importants, si en effet le feu a été stabilisé, il n'en est pas pour autant fixé, avec des inquiétudes toujours sur la météo, une canicule
canicule qui reprend, 2, des vents qui ne sont hélas pas favorables aux situations, et ce méga feu prend de l'ampleur avec des conséquences de plus en plus importantes. On les a évoquées tout à l'heure durant nos débats. Ce sont les conséquences économiques, mais ça on a le temps d'y penser si vous voulez quand le feu ne ravage pas encore le territoire. Bonjour à nouveau Olivier Allard. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Sud Radio. Je le disais, maire sans étiquette du Temple, c'est au cœur de la Gironde. Vous faites partie des communes qui ont été, on va dire, qui vous avez subi les reprises de feu dès ce matin. Alors oui, on a été impacté. Bon, si on fait une petite genèse, c'est vrai qu'on a été impacté au niveau donc de bâtiments, de maisons, et puis là, aujourd'hui, on est impacté par des reprises de feu. Oui, tout à fait, des reprises de feu, qui étaient prévues, puisque la température est très élevée. On le savait, on s'y attendait. Cette nuit, il y a un très très gros travail qui a été fait sur un site près d'un camp militaire, près du camp de Souge. Alors je précise quand même très éloigné de la commune, du bourg et des différents secteurs. Mais voilà, donc ça s'était calmé. Voilà, donc le feu, il y a des petites reprises, une petite reprise là sur un secteur également, secteur Crassieux. Voilà, mais les pompiers sont là, donc tout va pour le mieux pour l'instant. Tout va pour le mieux pour l'instant. En tant que maire, Olivier Allard, comment on s'organise là ? Qu'est-ce que vous êtes en train de gérer, de superviser ? Est-ce que c'est l'évacuation de la commune ? Est-ce que c'est l'accueil de certains habitants ? Est-ce que c'est la construction de pare-feu ? Est-ce que c'est une forme d'entre-deux ? Est-ce que vous en êtes concrètement ? Alors écoutez, pour l'instant l'évacuation a été faite, donc on est tranquille de ce côté-là. On est en train de voir comment on peut réquisitionner ou comment on peut avoir des engins lourds de type bulldozer, et on a la CR33 qui nous a contacté et qui voit avec une société pour qu'on ait des engins adaptés pour pouvoir faire des pare-feux et des passes plus larges. Voilà, donc on est en train de voir ça. Je suis en train de voir également avec le sous-préfet pour des précautions au niveau des fumées, c'est-à-dire qu'on a des fumées surtout le matin, donc la journée un petit peu moins parce que le vent se lève, donc les fumées partent. Donc voilà, donc il y a tout un tas de choses que l'on gère pour le mieux. Il y a des attestations qui sont en train de se faire donc pour les sinistrés. Voilà, donc c'est tout un système qui est en place avec des fonctionnaires de ma mairie qui font face, fonctionnaires administratifs et fonctionnaires techniques, bien entendu, des élus qui sont sur le pont également, notamment ma première adjointe qui est sur le pont et qui s'occupe de tout ce qui est logistique. Voilà, j'ai également un conseiller forêt, un conseiller technique forêt qui est également sur le pont. Voilà, donc tout ça est en place déjà depuis plusieurs jours, ce qui fait que c'est bien huilé et on fait face. Et avec, j'imagine aussi, en tant que maire, c'est ce qu'on entend beaucoup dans les témoignages qu'on recueille de plus en plus récemment, et c'est de plus en plus fréquemment, c'est le témoignage par rapport à la solidarité qui se forme de la part des habitants, de la part des artisans, de la part des restaurateurs. Vous le constatez aussi du côté du Temple ? Ah oui, absolument. On a des sociétés privées qui viennent nous aider, qui mettent à leur disposition des semi-remorques avec de l'eau. Je parlais tout à l'heure de tout ce qui était bulldozer, tracteur, etc. Une solidarité au niveau forestier, bien entendu. Voilà, donc tout ça se met en place. Et il est évident que les pompiers tout seuls, ils ont fait un excellent travail, mais ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait si toute la logistique n'avait pas été donnée par ces privés, par ces bénévoles. Ouais. Et j'imagine, pour vous, quelle est l'étape, Monsieur le maire, pour les prochaines heures, pour les prochains jours? Est-ce qu'on est en lien permanent, j'imagine, avec la préfecture? On est en recherche d'informations? On se prépare au pire? C'est assez difficile d'imaginer à quoi peut ressembler le quotidien là pour vous, en essayant de se projeter un tout petit peu. Au quotidien, c'est évidemment l'autorité pompier, qui est avec moi. Donc l'autorité pompier, la préfecture, le conseil départemental qui est en liaison directement avec le directeur du SDIS, contrôleur général. Voilà, donc on est et puis alors vous me dites d'ici quelle est ma vision. Alors ma vision, je vous dirais qu'elle est simplement jusqu'à ce soir. C'est déjà bien.
step by step, comme dirait l'autre. Qu'on s'en sorte pas trop mal aujourd'hui, et je pense que si on s'en sort pas trop mal aujourd'hui, sans être devin, sans être Madame Soleil, je pense qu'on sera pas mal. On sera pas mal, et on peut espérer donc une petite accalmie aussi bien pour vous que les habitants, et surtout du côté des incendies avec les pompiers, les agriculteurs et tous ceux qui sont mobilisés pour lutter contre. Merci beaucoup, monsieur le maire Olivier Allard, maire sans étiquette du Temple, du côté de la Gironde, d'avoir été avec nous ce midi, avec en effet une commune touchée par les fameuses reprises de feu que certains craignaient en début de matinée. On va terminer par vous, Tony, bonjour. Vous allez bien ? Oui, merci beaucoup, Tony, d'être avec nous. Vous êtes habitant de Marcheprime, c'est une commune qui a été évacuée, hein ? Oui, exactement. Et donc au départ, on a été évacué plutôt vers le sud, direction de Bayonne. Et finalement, moi je suis un peu remonté parce que des fois le boulot aussi, hein, donc je suis remonté sur le bassin, vers la tête, et puis on attend d'avoir des ordres. Mais bon, pour l'instant, on n'a rien. On sait qu'on ne reviendra pas avant la semaine prochaine. Tony, comment ça s'est passé un tout petit peu là, l'évacuation de votre côté, comment ça s'est organisé? Est-ce que vous aviez eu le temps de vous organiser justement avant de partir? Est-ce que ça a été un peu précipité? Tout ça s'est fait dans le calme? Oui, alors je vous avoue que c'était un peu, il y a eu des ordres, des contre-ordres, et c'est vrai que dès le vendredi déjà, on nous avait prévenu qu'on serait susceptible de partir, donc on avait déjà préparé. Certains sont partis, ils n'ont pas attendu les autorités, et puis nous on a attendu donc le samedi et d'avoir le message réellement. Donc à ce moment-là, oui, on est parti le samedi. Ça a été fait, bien sûr, quand tout le monde part en même temps, il y a un peu de bazar sur la route, mais concrètement, on n'était pas pressés, les gens, ils étaient c'est ça, les quoi sur la route, et puis c'était organisé. Donc ça, il y avait des gendarmes au rond-point, la circulation. Donc non, concrètement, ça c'était pas le feu, façon de parler, mais voilà, c'était façon de parler, Tony, ça m'a fait sourire cyniquement, mais façon de parler. Il y a des expressions qu'il va falloir éviter. Oui, c'est ça. À l'occasion, sinon vous risqueriez d'allumer en effet la mèche de certains esprits mal placés. Bravo. Fin des jeux de mots. Non, en revanche, je sais pas si vous avez 2 secondes, enfin même 20, mais moi je voudrais juste, au-delà des pompiers, des gendarmes, et puis même des assureurs qui font les jobs, hein, c'est vrai, faut le dire, les agriculteurs, tout ça. Moi, c'est vrai que sur les réseaux, on voit quand même que quand on a affaire à des événements aussi tragiques que ceux-là, les gens, on se plaint toujours d'individualisme, mais là, il n'y en a plus. Moi, je vois des gens, ils sont prêts à accueillir des gens, ils ont des chambres de livres, vous venez. Tout le monde est... Vous voulez insister aussi, Tony, et vous avez dû la voir, j'imagine, et c'est l'élément principal de votre propos, la fameuse solidarité, quand même, la fameuse spontanéité, générosité qui a été prouvée là absolument partout sur le territoire. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et oui, et même à mon petit niveau, une petite histoire, j'avais, ça m'a quand même travaillé, même si j'étais pas paniqué, donc du coup j'ai eu une petite éruption cutanée due au stress, et je suis allé voir un médecin, je dis voilà, je suis embêté, mon médecin ne peut pas le voir, il faut quelque chose, elle m'a fait une ordonnance, je n'ai même pas payé. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc non seulement on a la spontanéité, et le mot générosité, elle prend quand même tout son sens. Bien sûr. Allez vous faire soigner, c'est bon quoi, on y va. Non, franchement, c'est... On vous avait ennuyé avec des CERFA, des tampons, des doubles tampons, des signatures, vous, Tony, ça va? Non. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas oublier, parce que souvent, une info fasse l'autre. Et donc c'est vrai qu'il faudrait penser qu'on est capable aussi de faire ça et pas d'être que des individus, des individus, voilà. Vous avez entièrement raison, Tony. Je vous remercie aussi d'avoir eu ce mot de conclusion de votre propos en hommage à toute cette spontanéité, à toute cette générosité, une fois plus à toute cette entête qu'on voit un peu partout. Et faut-il encore le rappeler, c'est souvent comme ça que la France tient. Merci beaucoup, Tony, d'avoir été avec nous. Soyez prudents et bon courage pour les prochains jours et les prochaines semaines. Dans un instant, 12h30, 13h, grand entretien avec le biographe de Zidane, Frédéric Hermel, qui l'a suivi, qui le connaît par cœur. L'occasion de se replonger dans le parcours de celui qui, depuis hier, mesdames, messieurs, est sélectionneur de l'équipe de France. Et oui, à tout de suite sur Sud Radio pour parler un peu football. À tout de suite. Sud Radio.